Bonsoir à tous, vous regardez le talk des vacances sur Live TV, la télé sans filtre, 19h45. C'est bien le rendez-vous du lundi au vendredi et vous faites bien d'être là avec nous, avec toute mon équipe. Manuela Pokossi qui nous a rejoint dans l'équipe. Salut Manuela. Salut la team, ravi de vous retrouver. Juste à côté, Daouda Koulibaly, sa majesté sans couronne et sans royaume. À sa droite, Isabelle Vauvor. Et moi, juste à ma droite, il y a Kevin Aubin. Salut Eric. Est-ce que vous allez Bonsoir bien, tout le famille? monde. Est-ce que ça va? Super bien Eric. Ça va. Moi, je suis content, mais chaque fois de vous retrouver. Écoutez, il y a une chaise vide juste à côté de Kevin Aubin. Vous allez comprendre cela quand nous allons commencer cette émission. Mais pour l'heure, rejoignons Isabelle Vauvor pour le journal télévisé, parce qu'il y en a un dans cette émission. Elle prend place tout de suite. Et vous allez avoir la nomenclature de toute l'actualité dans ce journal télévisé présenté par Isabelle Vauvor. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans l'essentiel de l'actualité, on fera le tour des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres avant les vacances gouvernementales. Tout sur la rencontre entre le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, et les familles des 49 militaires encore détenus au Mali. Et pour terminer, je vous emmènerai à Atiekwa, où le drame s'est tenu lundi dernier. Les familles des 49 militaires détenus au Mali étaient hier à l'état-major des armées. Le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a souhaité les rassurer. Il a promis mettre tout en œuvre pour leur libération. Mais 24 jours après l'arrestation de leurs proches à Bamako, les familles n'ont toujours aucune nouvelle. Durant cette période d'attente, l'armée ivoirienne promet un soutien de 300 000 francs CFA à chaque famille. Et pendant ce temps, les tractations se poursuivent. Le gouvernement malien a fait 2 demandes qui ont été rejetées par la Côte d'Ivoire. Après ce double refus, la délégation malienne aurait avancé le dossier appelé le nerf de la guerre. La médiation togolaise devrait prendre des nouvelles initiatives dès ce jeudi, selon une source proche du dossier. Grande et grande joie d'accueillir ces familles aujourd'hui ici à la demande de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées. L'objectif de cette rencontre est de vous rassurer. Nos frères, nos enfants, pour les dames ici présentes, vos maris n'ont pas du tout fauté. Vos maris étaient dans le cadre d'une mission de soutien à un pays frère, qui est le Mali. Nous avons sur le théâtre malien plus de 800 éléments qui sont engagés à soutenir la tranquillité du peuple malien. Il est de coutume que des éléments de soutien soient déployés pour soutenir logistiquement les troupes qui sont engagées sur le terrain. Les 49 soldats qui sont retenus au Mali ont été déployés dans ce cadre et constituent le 8e détachement qui a été détaché pour assurer cette mission. Donc, je tiens vraiment à vous rassurer, à vous dire que vos enfants, vos maris, vos frères et sœurs ont été déployés dans le cadre d'une mission qui est tout à fait réglementaire. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai que nous avons, nous, à notre niveau, déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. S'ils ne sont pas encore parvenus, mais le chef d'État de son côté fait la même chose. Et je peux vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. 72 heures après l'accident sur la route de Biabou qui a fait 21 morts, nous nous sommes rendus à Atiekwa, village situé à 15 km d'Abidjan, à la rencontre de Kouachi Franceline, qui est la seule rescapée de ce drame. Pour les personnes qui ont perdu la vie dans cet accident, tout le village se mobilise pour l'organisation de funérailles dans les règles de la culture Atié. Francis Kofi et Yannick Efoumi. Le lundi 1er août dernier, la localité d'Atiekwa, village situé à 27 km d'Abidjan, a sombré dans un deuil robuste. 21 de ses enfants en partance pour Abidjan dans un minicar communément appelé Gbaka ont péri dans un accident de la circulation sur la route de Biabou. Kouachi Franceline,
Commerçante et mère de 3 enfants, est la seule rescapée de ce drame qui lui a coûté l'usage de ses jambes et de son bras. Il y a une voiture qui venait, qui descendait en haut. Et puis, voiture de sable est rentrée dedans. Donc il ne peut pas prendre route de la voie de l'autre voiture qui descendait. Donc il a pris pour nous là. Quand il a pris pour nous, il a commencé à crier Jésus, Jésus, verse ton sang de Jésus. Moi-même, où je suis tombée là même là. Je ne sais même pas comment j'ai fait. Puis je suis partie me coucher dans les herbes. Mon sachet est parti. Dans mon sachet, il y avait 80 000 francs dedans. Le sachet là est déposé, ma tête est dessus. Depuis son retour au village, les habitants viennent lui apporter leur soutien dans cette épreuve. Son mari, Aké Aristide, nous explique comment il a vécu la situation. Moi, j'étais au champ, j'allais récolter. Mon téléphone s'étant déchargé, vu le temps des pluies. Arrivé à la maison à 17h, tout le village m'a paru bizarre. Tout était calme. J'aurais appris que ma femme a été décapitée, sa tête s'est trouvée à gauche, œil cassé par-ci par-là. Et les gros garçons que je suis, j'ai commencé à prendre peur. Et j'ai coulé les larmes. Quand j'ai pris la voiture venant la chercher où se trouvait, j'ai appelé son papa. Il m'a informé qu'il n'y a rien eu d'aussi grave, que c'était son pied puis son bras. Mon sentiment était beaucoup douloureux, mais après il y a eu beaucoup de joie. Vu les drames, elle est sortie, c'est Dieu qui nous a aidés. Après identification des personnes décédées, le village se mobilise au travers de la chefferie pour organiser des funérailles collectives qui se tiendront le mardi 9 août au cimetière du village. La journée de lundi, c'était une journée noire pour nous. Une journée très très difficile. Les décès, on ne les prévoit pas. Mais quand ça arrive, il y a les décès, il y a les différents types de décès. Et en pays entier, ces genres de décès, ce sont des décès qui sont dus à des circonstances imprévues. Des circonstances auxquelles la personne ne s'attend pas. Donc, pour nous, c'est un malheur. Chez nous, on dit que c'est une page noire, c'est un malheur. Donc, on fait tout pour pouvoir chasser ce malheur-là. Donc, il y a des rituels que nous faisons, il y a des cérémonies que nous faisons. Alors, au moment opportun, ça sera fait pour que ces malheurs puissent être éloignés, pour ne pas que ça revienne encore une autre fois. Soulignons que parmi les victimes qui ont perdu la vie dans cet accident, il y avait la femme du directeur de l'école primaire d'Atiekwa 3 et un nouveau bachelier. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État Alassane Ouattara. Le conseil a adopté 2 projets de loi, l'un relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage et l'autre relatif à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation. Le conseil a également adopté des décrets visant à financer le projet d'aménagement hydro-agricole des régions du Haut-Sassandra et du Fromager, ainsi qu'à financer le projet d'appui au développement de l'université. Et puis finalement, un financement du projet intégré de nutrition de développement de la petite enfance a été adopté. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a invité ses prédécesseurs Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié aux festivités de l'an 62 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une invitation qui fait suite à l'entretien de ces ténors de la scène politique ivoirienne le 14 juillet dernier au palais présidentiel d'Abidjan. Au sortir de leur réunion, Alassane Ouattara avait assuré les rencontrer régulièrement en vue de les consulter sur certains dossiers du pays. C'est la fin de ce journal. Ce soir, on parle sport, principalement de l'évolution des joueurs africains à l'international. Ça fait l'actu sur le plateau du Talk. À tout de suite. Isabelle Vauvant pour ces infos bien détaillées. Elle reprend sa place sur le plateau, bien sûr, du Talk des vacances. Nous avons aujourd'hui un invité. Nous allons parler sport et football. Elle a bien précisé donc dans une partie de son journal. Et cet invité-là, c'est un habitué donc, des plateaux de Live TV. Il s'appelle Magloire Diop, qu'on va recevoir ensemble. Il est journaliste sportif. Que nous accueillons, c'est lui qui était, pour qui il était réservé, bien sûr, cette chaise. Bonsoir, Magloire. Bonsoir, Eric. Mais très heureux de t'avoir sur ce plateau. Moi aussi, je vois que la vie est belle sur ce plateau. Hein. Mais oui, c'est moins austère, je vois. Il y a toute une à différence avec Brice, Alain, la grande sœur, la sœur Edith et tout le monde, Élysée. Tout à fait. Là-bas, c'est plus austère, mais là, je vois que
C'est vraiment... T'es Ils apprécient. T'es impressionné par les deux lumières. Mais bon, Non, tu il sais, est la plus boule noire au impressionné par milieu, moi. la boule noire au milieu, c'est pas... Non, mais Edith aussi, c'est une lumière, hein, donc il y a les lumières partout ici. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Vous allez connaître le sujet dans un instant. Pour l'heure, on va rejoindre nos titrologues dans le... Ce matin, c'est Biche qui m'a intéressé. Parce que le titre de ce journal-là, c'est « Chacun gère son indépendance ». Bientôt, la fête de l'indépendance approche. Alors il faut sortir un peu pour pouvoir trouver gain de cause pour faire la fête avec la famille. J'ai lu le journal Fraternité Matin qui nous parle de faire confiance au chef de l'État par rapport à nos frères qui sont retenus au Mali. Bon, c'est des paroles d'espoir parce que c'est des Ivoiriens qui sont à l'étranger et puis voici la fête d'indépendance. C'est des Ivoiriens qui seront pas avec leurs parents pour fêter ce 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Alors vraiment, je souhaiterais que le président fasse tout avec sa sagesse qu'on lui connaît pour que nos frères là soient libérés. Bon, j'ai lu le Nouveau Réveil et le Patriote. Bon, là, ils ont posé la question, les 25, disons, soucis des Ivoiriens. Alors, moi, comme ça, je dis, mais le premier souci des Ivoiriens, c'est d'abord la vie chère. Voilà, comment faire pour sortir de là? Comment faire pour que l'État arrive vraiment à régler le problème des Ivoiriens? Voilà, donc c'est l'un des éléments que je prends dans les 25. Voilà. Maintenant, au niveau du patriote, c'est vraiment le côté soldat. Quelle solution il faut trouver? Et ça, il faut régler ce problème très vite pour qu'il n'y ait pas de récupération ailleurs. Aujourd'hui, j'ai lu le journal Nouveau Réveil. On parle ici sur ce journal, les solutions, les 25 solutions de projets que la population des Ivoiriens attend du président Ouattara. Vous voyez, c'est immense comme tâche. Hein? Et si je me comprends bien, c'est après demain qu'il va prononcer il va donner ses solutions. Parce que lui-même, il se nomme la solution. Donc je crois bien que dans le journal même, bon, rien n'est concret dedans, mais il faut toujours savoir que nous avons la cherté de la vie, qui est d'abord plus important actuellement et immense, et puis le problème scolaire. Des commentaires particuliers donc à la suite de cette revue de presse par nos titrologues. Quel est le titre qui vous aura retenu, qui aura retenu votre attention? Moi, je pense que, pour ma part, c'est le titre de Fraternité Matin qui a attiré mon attention. D'accord. Qui dit de faire confiance au chef de l'État pour résoudre le problème de nos 49 soldats au Mali. Soldats qui sont au Mali. Et je pense qu'on peut lui faire confiance. Je pense qu'il est à l'œuvre. Il va arriver à faire venir nos frères auprès de nous ici en Côte d'Ivoire. Très bien. Isabelle? Moi, c'est la problématique de la vie chère. Bon, il y a un des commentaires qui dit, voilà, ado solution, qu'on lui fasse confiance. Même dans mon JT tout à l'heure, je parlais également du fait que le président Alassane Ouattara va également consulter ses prédécesseurs pour les gros dossiers du pays. Donc, le problème de la vie chère en fait partie. Donc, qu'on lui fasse confiance, c'est ado solution, quoi. D'accord. Manuela, ou Kevin d'abord. Oui, si on doit faire confiance au chef de l'État, on n'a pas besoin de boycotter les artistes maliens pour pallier à ce problème. Bon, bref, moi, c'est justement le titre qui a attiré mon attention, c'est les 25 problèmes des Ivoiriens. Il ne s'agirait pas que de les lister, il faudra aussi les enrayer. Voilà. Manuela. Non, et pour ma part, c'est le même titre que Daouda. Forcément, à 3 jours de la réconciliation nationale, tout n'est pas encore joué, il souhaite 3 jours, donc pourvu qu'il rentre. D'accord. À 3 jours de l'indépendance, pardon. Qu'est-ce que j'ai dit? Réconciliation. Ah oui, mais comme quoi? Non, mais parce que je suis dans un esprit de paix, tu vois. Voilà, je suis dans ça. Non, je suis dans tout cet esprit de paix, de machin. Tu as raison, ma sœur. L'indépendance, donc pourvu qu'il rentre, c'était le plus important dans le message. Très bien, tu as raison. Allez, depuis hier, les propos du président du club italien de Napoli, Aurelio De Laurentiis, suscitent de vives réactions sur la toile. On en parle tout de suite sur le plateau du Talk des vacances, dans notre rubrique « Ça fait l'actu ». Aurelio De Laurentiis a dit, et je cite, « Ne me parlez plus de footballeurs africains. Je n'en prendrai plus tant que la Coupe d'Afrique des Nations sera organisée au milieu de la saison, sauf s'il renonce
à la disputer. Nous, on se retrouve comme des idiots à payer des salaires pour les envoyer jouer ailleurs. Quels sont vos commentaires? Fin de citation. Quels sont vos commentaires? Commentaire tour de table, avant d'en arriver aux spécialistes en la matière. Bon, moi, je trouve que la forme n'y est pas du tout. La forme n'y est pas du Ouais, tout. la forme n'y est pas. Ne me parlez plus de joueurs africains. Je trouve que c'est un peu méprisant. Je le trouve méprisant dans ses propos. Mais par contre, je suis totalement d'accord avec ce président de club italien parce qu'en fait, il ne faudrait pas qu'on brandisse notre africanisme à tout va. Voilà, il faudrait aussi réfléchir. Il y a des sujets qui nécessitent qu'on se dépassionne, comme celui-là. On n'investit pas en fait pour tomber dans la déchéance financière. Le mec, il achète, il déploie des millions d'euros pour s'octroyer des joueurs. Et quand justement il déploie une somme mirobolante comme ça, c'est pour que ces joueurs-là assurent et soient présents lors de grandes compétitions européennes. Parce que quand il s'agit de jouer et que le joueur te dit, bah moi je rentre, je pars ailleurs qui est leur patrie, leur pays, mais ça n'en reste pas moins ailleurs. Et voilà, c'est un peu compliqué pour lui, quoi. Il se dit, mais je me suis fait avoir, donc voilà. Il faut souligner, avant de vous laisser poursuivre, hein, donc, qu'il part d'un fait. L'an dernier, il avait dans son effectif Franck Zambo Anguissa, c'est un Camerounais qui est allé jouer la CAN, Adams Ounas, un Algérien qui lui aussi est allé jouer la CAN, et puis Kalidou Koulibaly pour le Sénégal, qui a d'ailleurs remporté cette Coupe d'Afrique des Nations qui s'est jouée au Cameroun, et Kalidou qui a signé cette année donc, à Chelsea. Alors, on le connaît, cet entraîneur, pardon, ce président de club, dans ses sorties, il est tonitruant, il n'a pas sa langue dans sa poche, il anime les talk shows, souvent il est invité sur des plateaux, où il y va donc sans relâche pour dire certaines choses, certaines vérités, comme il le pense. C'est ça, si je peux prendre la parole. Il connaît très bien les codes de la communication et comment ça fonctionne. Donc, il sait très bien qu'en faisant cette sortie fracassante, ça va frapper. Maintenant, je rejoins Kevin sur le point de la forme. La forme aurait pu être bien plus cordiale. Je ne suis pas sûre que Laurentiis se serait adressé comme ça à un club s'il n'était pas africain. Et je comprends que pour certains, ça puisse se traduire comme un certain mépris des clubs africains. Cela dit, sur le fond, je peux comprendre, parce qu'on l'a dit, c'est arrivé avec Zambo, le Camerounais, et avec d'autres joueurs. Il me semble que la CAN dernière passée, on a eu un joueur aussi de la Sierra Leone qui s'est déboîté l'épaule dans les phases qualificatives et qui n'a pas pu jouer 10 matchs en club. Moi, je me dis, au bout d'un moment, le club, c'est un club a des objectifs aussi financiers. Il mise sur ses joueurs et forcément, s'il n'y a pas retour sur investissement, c'est problématique. Maintenant, je me demande, et c'est peut-être l'expert qui sera à même de répondre à cette question, est-ce que les championnats africains ont réellement leur mot à dire en fait dans tout ça? Parce que à notre niveau, il faut déjà regarder la CAN au Cameroun, au niveau de l'organisation, que ce soit les fédérations, tout ça, c'est un grand désordre et c'est pas facile. Je sais qu'en Amérique du Sud, il y a la Copa América qui a les mêmes problèmes aussi que nous, des problèmes climatiques en plus. Donc je sais pas, est-ce qu'aujourd'hui le football africain pèse suffisamment fort pour que ces compétitions internationales-là se passent sans lui dans le calendrier? Je ne sais pas. On vous laisse intervenir, Daouda. En fait, moi, sincèrement, j'ai écouté les propos de Laurentiis. Je pense qu'il ne faut pas s'en prendre à Laurentiis parce qu'il n'est pas le premier à avoir tenu ce genre de propos, en fait. D'accord. C'est vrai que lui, il y va très cash, mais Jürgen Klopp, voilà, l'entraîneur de Liverpool a déjà tenu ce genre de propos, mais pas de la même manière. Il a eu à dire que les compétitions africaines sont de petites compétitions, il l'a minimisé. C'est plus choquant. Voilà. Mais je veux dire, sincèrement, pour ma part, c'est vrai que Manuela et Kevin, ils mettent l'aspect financier devant. Mais personnellement, pour moi, c'est fait un peu preuve de racisme, en fait. Parce que la même situation, les joueurs de la Copa América, les Lionel Messi et autres, ils ont les mêmes contraintes que nous en fait, en Afrique. Eux, même quand ils sont pour les qualifications de la Copa América, ils font beaucoup d'escales qui les fatiguent. Même quand ils reviennent en club pour jouer, ils n'ont même pas le même temps de jeu. C'est assez compliqué. Mais quand c'est les Africains, on tient ce genre de discours vis-à-vis de l'Afrique. Je trouve que, pour ma part, et les propos que j'ai dit, ça m'engage personnellement, pour moi, c'est purement et simplement du racisme pour moi. Sincèrement, il ne faut pas tenir ce genre de propos. C'est ton avis, Isabelle? C'est mon avis, voilà. Enfin, je partage quasiment l'avis de tout le monde ici. Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que s'il aurait parlé ainsi, si c'était des joueurs également européens? Voilà. D'accord, c'est un problème de calendrier qui se pose. Est-ce que la faute revient? Là, je m'adresse à Magloire Diop, à présent, qui va nous faire une lecture donc, de cette sortie de ce président de club. Bon, écoutez, le président Laurentiis, il est coutumier d'y faire. Tout le monde le connaît pour ses
cette déclaration fracassante. C'est un président qui a repris le club de Naples en 2004. Le club était en 4e division. Il a fait revenir le club en 1re division. Et depuis un peu plus d'une décennie, le club est au plus haut niveau. Ces dernières années, le club a été 4 fois quand même vice-champion d'Italie. Avec le président Laurentis, Naples a remporté 3 Coupes d'Italie et remporté une super Coupe d'Italie. Donc ça veut quand même dire que c'est un président qui a des résultats avec son club. Bien sûr, il aime le spectacle parce que lui-même provient du monde du cinéma, il est producteur et il est chef d'entreprise. Donc on comprend bien pourquoi il aime souvent se donner en spectacle. Et on se souvient même qu'il avait déjà, dans cette déclaration fracassante, tout simplement à cause d'une, comment on appelle, programmation du calendrier du championnat, il avait dit qu'il allait renoncer à sa nationalité italienne. Wow. C'est vous dire un peu que c'est un personnage un peu excessif. On comprend bien ce qu'il veut dire par là. Il veut parler là de la périodicité, ou du moins la période à laquelle se déroule la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations se déroule, en tout cas la plupart du temps, au mois de janvier et février. Donc nous sommes en pleine saison des grandes compétitions européennes et cela n'arrange pas est-ce que c'est la les faute, clubs européens. Parlant comme ça, indexer comme ça les clubs, les joueurs africains, est-ce que c'est la faute aux confédérations africaines? Non, mais le président Laurentis, sa position m'étonne un peu parce que j'ai écouté certains chroniqueurs parler de l'aspect financier de la chose. Et qu'est-ce qu'il a reproché à Kalidou Koulibaly quand Kalidou Koulibaly partait à Chelsea? Il lui a reproché d'avoir fait le choix financier au détriment du choix du cœur. On ne comprend pas. Un joueur qui est resté à Naples de 2014 jusqu'en 2022, on lui reproche... non, quand même. De voir ailleurs. Voilà, donc il reproche à Kalidou Koulibaly d'avoir fait le choix financier et lui-même, l'aspect qu'il évoque là dans cette déclaration, c'est l'aspect financier qu'on a eu à relever. C'est clair. Donc, vous voyez que le personnage est vraiment controversé. Il y a une contradiction même qui transparaît dans cette déclaration. Et donc, cela m'amène à dire que, aussi bien dans le fond que dans la forme, le président Laurentis n'a pas dit cela. On n'a pas à l'excuser. Est-ce qu'il faut lui jeter la pierre directement? Est-ce que, je veux dire... globalement, sur tout ce qu'il a dit, est-ce qu'il faut lui jeter la pierre? Est-ce que d'une certaine façon, il n'a pas sa raison? Ce n'est pas lui qui programme la Coupe d'Afrique des Nations. On a un problème de calendrier en Afrique. À un moment donné, on joue la Coupe d'Afrique qui doit se jouer en 2023, en 2024 finalement, pour des problèmes de climat. Est-ce que ce n'est pas au niveau de la CAF qu'il faut se plaindre? Il faut lui jeter la pierre. Ça, c'est mon point de vue. Il faut lui jeter la pierre. Totalement? Il faut totalement lui jeter la pierre. Il n'a pas le droit de dire cela. Et aucune autre personne au monde n'a le droit de dire cela. Parce que l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités. L'euro ne peut pas se jouer dans le mois de janvier ou de février en Europe. Ce n'est pas possible puisque nous sommes en pleine période hivernale. C'est la même chose chez nous. Nous sommes en période pluvieuse. Donc, à cause du climat des intempéries, on ne peut pas jouer au mois de juin. On a plusieurs fois expliqué cela aux Européens. Mais enfin, il faut qu'ils quand même se montrent compréhensifs, qu'ils se montrent courtois, qu'ils se montrent respectueux aussi des réalités de notre continent et des réalités de notre football. Voilà ce qu'on demande au président Laurentis. Et puis, le football fonctionne par rapport à des règles. C'est clair qu'au niveau de la FIFA, les textes au niveau de la commission statut des joueurs, c'est clair. Les joueurs ils doivent être libérés 14 jours avant la CAN. Donc, il faut on va revenir sur l'application effective. On va revenir sur l'application effective de cette loi dont vous parlez un instant. Donc, Manuela va faire une intervention. Rebondir sur ce que vous dites, monsieur. Vous parliez des championnats des clubs européens. On a l'impression qu'on est un peu dans l'impasse. La question que j'aurais, c'est si jamais aujourd'hui les clubs européens, les championnats occidentaux, on va dire, parce que ce n'est pas européen, décident de se passer des joueurs africains. Parce que quand on regarde au niveau des stats et ce genre de choses, les joueurs africains sont parmi les plus performants quand même. Est-ce que ce serait possible? Est-ce qu'ils peuvent se passer de ces joueurs africains qui menacent de bouder, entre guillemets? Ça serait difficile parce que le plus grand transfert qui a été réalisé par le club de Naples, qui est dirigé par le président Laurentis, c'est un Nigérian, c'est Victor Osimhen.
C'est le joueur qui a coûté le plus cher à Naples. Donc, justement, là, je vous réponds. Et vous-même, vous avez évoqué des joueurs qui sont à Naples. C'est vrai qu'Alidou est parti, mais encore Zambo Anguissa est encore à Naples. J'ai parlé d'Osimhen. Il y a également l'Algérien Adabounas. Et puis, par le passé, on a eu aussi le Guinéen, comment on appelle, Diawara, Amadou. Donc, les joueurs africains font partie vraiment des meilleurs au monde. Les championnats européens ne sauraient s'en passer. Non, je ne crois pas. Mais maintenant, si on veut pousser plus loin, souhaitons le rêve de Mario Balotelli, qui est un joueur italien, international italien, d'origine africaine, voilà, et qui a souhaité qu'il ne veut même pas voir un seul joueur évoluer en Europe. Il a souhaité que le continent africain ait le moyen pour organiser des championnats de telle sorte que les meilleurs joueurs africains puissent rester sur le continent dans leur pays, et sur le qu'on ait continent. des championnats forts. Donc, souhaitons simplement que notre continent soit le véritable Wakanda que nous avons vu dans Black Panther. Est-ce que ça ne serait pas mettre en contradiction comme ça l'Europe avec l'Afrique? Enfin, c'est pas ça la solution. Daouda, tu parlais de racisme. Pourquoi tu parles de contradiction? Moi, je ne vois pas de contradiction, en fait. Non, mais du fait que tous les joueurs africains doivent évoluer en club en Afrique et que l'Afrique devienne, c'est ce qu'il disait en substance, c'est ce que Balotelli souhaite. C'est le rêve de Balotelli. Oui, le rêve de Balotelli. Mais moi, je trouve que déjà, c'est utopique de 1. Et de 2, je ne trouve pas que ce soit une solution idoine, justement, pour pallier à ce problème-là. Et Daouda, tu parlais de racisme. Moi, je suis désolé, il ne faudrait pas non plus crier au racisme à tout va. Déjà, c'est faire la part belle aux vrais racistes et c'est de leur donner du grain à moudre. Il ne faudrait pas comme ça parler de racisme partout, de 1. Et de 2, monsieur, justement, aussi, c'est parce que le foot européen ne peut pas se passer des joueurs africains qui sont très performants. C'est pour ça que le monsieur s'en offusque du fait qu'ils partent alors qu'il a vraiment besoin d'eux pour les vraies compétitions, les grandes compétitions européennes. On ne peut pas lui faire ce procès médiatique-là, alors que je trouve que ce qu'il dit, c'est plausible. D'accord. Mais en fait, je pense que M. Magloire... Est-ce qu'il parle de vraies compétitions, de grandes compétitions? Y en a-t-il pas en Afrique? Tu sais, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est la compétition majeure sur le continent, qu'on aimerait donc rehausser, tout autant que l'Europe rehausse l'euro. C'est peut-être ça qui indigne les Africains. Vas-y, en fait, ce que j'aimerais dire à Kevin, c'est qu'à la vérité, il faut regarder, se battre pour son drapeau. Qu'on appelle ça, l'équipe nationale, c'est sacré pour tous les joueurs du monde entier, en fait. Oui. On joue dans n'importe quel club, mais au final, on a envie de jouer pour son pays, pour sa patrie. Et je pense que les règles de la FIFA sont claires à la matière. C'est la FIFA qui édicte les règles. Et quand la loi n'est pas faite pour les uns et pas pour les autres. Et je pense bien que M. Magloire t'a expliqué tout à l'heure que Laurentis, c'est un abonné à tout ce qui est fracassant, en fait. Et donc, dit ce genre de propos. Si ce n'est pas raciste, je ne sais pas comment il faut l'appeler, simplement. Sinon, pour le moment, il n'a pas l'intention de chasser les autres. Parce qu'à la vérité, quand Lionel Messi, quand Vinicius et autres vont dans leur pays pour jouer, on ne leur dit pas cela. Quand les mêmes joueurs européens, ils ont leur, comment on appelle ça, ils ont l'euro qui se passe, les mêmes joueurs vont jouer, on ne dit pas cela. Mais pourquoi dire quand il s'agit des Africains, il faut dire cela? Et je pense que lors de la dernière CAN qui s'est passée au Cameroun, Samuel Eto'o s'est monté au créneau. Très bien. Parce que les mêmes personnes ne voulaient même pas qu'on joue notre CAN au Cameroun. Cher frère, peut-être que tu ne connais pas la définition du racisme, mais ça, c'est purement et simplement du racisme. Et le racisme, en fait, je connais la définition du racisme, mais c'est dangereux de crier au racisme à tout va. Moi, je suis pas en train de... On n'est pas tous ensemble, l'un après l'autre. Je n'ai pas envie de porter de jugement de valeur sur ce monsieur-là. Ça aurait été Laurentis comme un autre, j'aurais maintenu mes propos. Moi, je te parle du problème en lui-même. Je ne suis pas en train de te parler du personnage sulfurant qu'il est. Ça, c'est lui. Moi, je n'ai pas envie de porter le débat sur lui. On porte le débat sur justement le fait que des joueurs africains doivent rester en club pendant la compétition de la CAN. Sinon, ça pourrait empiéter sur les clubs européens en question. C'est ça que moi, je te parle. Il faut que je te fasse un rectificatif. La sortie de Samuel Eto'o, donc c'était pour intervenir sur le décalage de la Coupe d'Afrique des Nations à 4 ans, donc la période de 4 ans. Pour jouer la Coupe d'Afrique. Il a même fait une sortie dernièrement. Il a même fait une sortie. D'accord. Comment on appelle ça? Il a même fait une sortie avant même. Il est monté au créneau pour parler de cette affaire encore, de cette situation. Mais chers frères, il faut qu'on dise les choses clairement. Il faut apprendre à appeler un chat un chat. D'accord. Il ne faut pas appeler un chat un félin. Il ne faut pas enrober les mots. Parce qu'à la vérité, ce que tu n'es pas capable de dire à un homme de type caucasien, pourquoi tu te donnes le droit de le dire à un noir?
Pourquoi? Mais peut-être parce que l'Euro n'est pas joué en même temps que les compétitions. Donc, en gros, l'Euro n'est pas joué leur compétition est mieux que la nôtre. Mais c'est pas ce qu'il a dit, Daouda. En fait, tu es démagogue. Ce que tu fais là, c'est vraiment... Tes propos sont démagogiques. Mais c'est vrai. C'est pas ce qu'il a dit. Attention, commencez par le clash. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a tous envie de brandir notre drapeau, de le défendre avec fierté, en train et en vie. Mais c'est démagogue que de dire, oui, leur compétition est mieux que la nôtre et tout. Je te parle pas de ça. C'est pas ça le sujet, Daouda, Sa Majesté. On va essayer. S'il vous plaît. Isabelle n'a pas parlé depuis. Oui, voilà, moi, vous évoluez en fait dans le milieu sportif. Oui. Est-ce qu'il y a une réaction en fait de certains sportifs ou même de la CAN relativement aux propos de Laurentis? Moi, j'aimerais savoir. Oui, Kalidou Koulibaly a réagi. Il a réagi. Kalidou qui a été transféré à Chelsea, il a réagi. Il connaît son président. Et il a déploré les déclarations de son président. Il a dit que tout le monde à Naples ne pense pas comme le président. Et donc, il a réagi. Et puis aussi, il y a le syndicat des joueurs, la FIFPro, la section Afrique, qui est dirigée par le Camerounais Jérémy Djitap, qui a eu également à réagir, à condamner les propos du président Laurentis. Et je pense que tous les Africains doivent aller dans ce sens-là. Kevin, moi je te comprends, mais je vais dire, on ne fait pas la passe à l'adversaire. Tu sais, ce genre de propos-là, nous, Africains, ne devons pas du tout tolérer cela. On doit condamner les yeux fermés. Parce qu'il faut que les acteurs du football arrivent à comprendre que la CAN, c'est la plus grande compétition en Afrique et elle ne peut pas se jouer à une autre période. Donc, à eux de pouvoir s'adapter à cette compétition-là. Maintenant, ils sont libres de recruter qui ils veulent. Et justement, à eux de trouver les dispositions contractuelles avec les joueurs qui recrutent. S'ils ne veulent pas les payer pendant qu'ils sont ici, ça c'est leur problème. Mais dans tous les cas... Magloire, tu parlais tantôt de cette loi qui ordonne au club de libérer les joueurs africains quand ils sont appelés par leur sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas respecté souvent. Pourquoi la FIFA ne réagit pas derrière pour sanctionner ces clubs? Oh, c'est respecté. C'est respecté, mais la dernière CAN, il y a eu un problème. Il y a eu un problème et vous savez, les clubs, ils sont malins. Le président Laurentis, c'est un disque qu'il a dit haut, c'est que les autres présidents des grands clubs pensent bas. Mais pourquoi les autres pensent bas et puis lui il dit haut? Ça veut déjà dire que ce n'est pas bon à dire. Et voilà, donc c'est ce que ça signifie. Donc, ils ont une association des clubs européens. Le président Laurentis est membre de cette association-là, qui est dirigée par l'Allemand Karl-Heinz Rummenigge, qui se plaint souvent de la programmation de la CAN à ce moment-là. Il y a également l'association des grandes ligues européennes, qui est une association aussi qui se bat aussi contre la programmation de la CAN. Mais on ne peut pas faire autrement. C'est à nous, Africains, de pouvoir réagir. La FIFA, sous le président Sepp Blatter, a pris cette disposition-là justement pour obliger les clubs européens à mettre à disposition les internationaux africains pour la CAN. Parce qu'ils avaient tendance à retenir les joueurs. Donc, c'est appliqué. Mais la dernière CAN, il y a eu le problème. Ils ont pris prétexte de la pandémie de Covid-19. Parce qu'il y a eu la question de la quarantaine en Angleterre. Et donc, les clubs ont fait valoir le fait qu'ils ne peuvent pas libérer leurs joueurs pour un mois. Et quand le joueur revient encore pendant 10 jours, voilà. Donc, il y a eu des discussions. Et sous l'arbitrage de la FIFA, il y a un accord qui a été trouvé entre la Confédération africaine de football et justement ces clubs-là. Et donc, au lieu de 14 jours, les clubs ont libéré les joueurs 6 jours avant. Mais ça, c'était une exception. La règle, c'est 14 jours avant. D'accord. Manuela? J'ai une petite question, justement. Aujourd'hui, vers quel consensus on s'oriente du coup par rapport à la périodicité de ces championnats? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion? Est-ce qu'il y a une volonté de la part de ces clubs-là, de ces fédérations de discuter ensemble ou bien c'est sans discussion et puis il faudra s'en tenir finalement à ce calendrier-là? C'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Mais les grands clubs européens ne gagneront que si nous, Africains, prêtons le flanc. Et il y a malheureusement beaucoup de grands joueurs africains. Là, après la déclaration du président Laurentis, j'aurais souhaité plus
Plus de réactions de la part des joueurs africains. De la part de nos icônes. Voilà, parce ils protègent leur salaire, peut-être. Non, mais même les joueurs africains même qui sont à la retraite et qui ont eu à briller en Europe, mais Didier Drogba a pris la parole. Leur voix, voilà, par exemple. Ah, mais non, il ne va pas dans votre sens. C'était pas cette période, en fait. Bon, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas encore s'il a pris la parole pour condamner les propos du président Laurentis. Ah non, c'était pas pour Laurentis, c'était par rapport justement à étendre la périodicité de la CAN. C'est l'occasion de souhaiter que justement notre icône nationale, Didier Drogba, puisse condamner ces propos-là et protéger notre compétition, la CAN. Moi, je pense que c'est à nous, c'est un bras de fer. Il penche du côté où il y a la force. Si nous sommes unis, nous allons remporter cette bataille. Mais si dans nos rangs, il y a certains qui disent « Oh, comprenez-les, c'est eux qui payent les joueurs. » Donc, ce qu'ils demandent, on doit accepter. Moi, si on va dans ce sens-là, nous sommes morts. Parce que nous sommes... C'est le sens de Kevin. De toute façon, Didier Drogba, il est libre d'intervenir. Il le fera s'il pense qu'il faut qu'il intervienne. S'il y a 2 ou 3 personnes parmi nous qui disent que le président Laurentis a quelque part raison de le dire, mais ils vont traiter avec ces 2-3 personnes-là pour nous torpiller. Parce que, en fait, il ne faut pas prêter le flanc. Ce que il faut être dur avec eux, en fait. Ce que M. Diop dit, c'est tellement vrai. Parce qu'en fait, en son temps, Sepp Blatter se battait pour que les joueurs viennent à l'heure en temps voulu. C'est ça. Mais depuis que Gianni Infantino est venu, il a même souhaité qu'au lieu qu'on fasse notre CAN chaque 2 ans, qu'on aille à 4 ans. Mais on a des gens qui arrivent à dire non, mais il faut les comprendre, franchement, c'est de l'argent. Hey, Kevin, tout n'est pas que argent. Souvent, il ne faut pas mettre dans la balance, il ne faut pas la dignité, l'argent, prends ta dignité. Personne, parce que... Je viens. Parce qu'aujourd'hui, c'est notre dignité qui est en train d'être cherchée à être foulée aux pieds par ces personnes-là. Et on ne s'en rend pas compte, en fait. Et du fait qu'on ne s'en rend pas compte et qu'on met devant l'argent, au final, mais tout ce qu'ils vont nous demander demain, on va tout accepter. Pas du tout. Si, on va tout accepter. Non, pas du tout. Tu sais, monsieur, vous parliez tout à l'heure justement d'une supposée solution contractuelle. On peut faire une solution, on peut trouver une solution. Les joueurs peuvent trouver, justement, s'entendre avec les clubs pour trouver une solution contractuelle. Il y a longtemps que ça court, hein. Qui serait celle selon laquelle on pourrait dire aux joueurs, OK, tu pars faire la compétition, tu pars conquérir, justement, l'Afrique et te battre pour remporter la coupe à la maison, ramener la coupe à la maison, comme le disait VG Dream, dans un morceau qui a cartonné, mais tu n'es pas rétribué pendant cette période-là. Est-ce que les joueurs français, les joueurs écossais, les joueurs anglais qui jouent l'Euro, est-ce qu'on ne leur donne pas des salaires? Je vais te répondre. Non, est-ce qu'on ne donne pas des salaires à ce moment-là? Peut-être que si l'Euro se joue en même temps que la Champions League, peut-être que cette solution-là sera aussi... Ils sont payés. Quand l'Euro se joue, ils sont payés. Oui. Quand la Copa América se joue, ils sont toujours payés. Donc, je ne peux pas comparer parce que l'Euro ne se joue même pas pendant la Champions League. C'est ce que je suis en train de vous dire. Si la périodicité est la même, si ça... C'est au niveau des termes qu'ils se mélangent un peu, sinon on essaie de comprendre. En fait, on ne parle pas de termes. C'est au niveau des termes. La périodicité ne peut pas être la même parce que nous ne sommes pas dans le même espace géographique, nous n'avons pas les mêmes réalités. C'est ça. Nous n'avons pas les mêmes réalités. Si comme nous étions mis dans les mêmes conditions, de température et de pression, en ce moment, je dis on doit être traité de façon égale. Mais là, il faut être là maintenant, c'est là qu'on parle d'équité, parce que nous ne sommes pas dans le même espace géographique. Donc, il faut tenir compte des réalités africaines. En plus, c'est la nature. Ce n'est pas de notre bon vouloir. Vous avez vu ce qui s'est passé à Abidjan avec la saison pluvieuse. On ne peut pas jouer une CAN dans ces conditions-là. Ce n'est pas possible. Peut-être que les stades seront en bon état, mais on ne peut même pas circuler, on ne peut pas sortir. Est-ce que tu penses que finalement, on va revenir aux années paires? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense qu'on ne va pas revenir aux années paires. La CAN en 2024, je pense que pour le mois de janvier, ça sera une exception. Et la CAN va demeurer aux années impaires parce que la volonté, ça a été de ne pas jouer la CAN en année Coupe du Monde. D'accord. Voilà. Très bien. On va marquer une pause, on se retrouve juste derrière. On est de retour sur le plateau du Talk des vacances pour poursuivre, poursuivre et terminer avec justement notre sujet concernant donc, la sortie du président du club de Napoli, club italien de première division. Alors, Manuela, cette question que tu veux tant poser, vas-y.
Alors, je disais en off à Isabelle que je la lui refilais, donc je te fais la passe, Isa, vas-y. Alors en fait, moi j'aimerais savoir, là on a l'impression en fait qu'ils font pression sur les joueurs africains. Est-ce qu'il peut avoir une sortie de crise? Une solution, une sorte de solution au niveau des clubs africains, des pays africains. Quelques efforts fournis pour permettre à ces joueurs africains qui jouent et qui gagnent leur vie quand même avec les clubs européens de ne pas vivre ce genre de situation. Mais actuellement, il n'y a pas de solution. C'est au club européen de s'adapter. D'accord. C'est au club européen de s'adapter. La CAN doit se jouer en janvier-février 2024. Il faut qu'ils prennent leurs dispositions, tout en sachant que dans le calendrier international, à cette date-là, il y a certains de leurs joueurs qui seraient amenés à aller sur le continent pour disputer cette compétition. Donc, il faut qu'ils prennent des dispositions. Voilà, je ne vois pas d'autre solution. On ne peut pas faire de comparaison. Vous savez, l'Amérique latine, le climat est tempéré. Quand vous prenez l'Argentine, c'est pratiquement le même climat qu'en Europe. C'est le même climat qu'en Europe. Quand vous prenez l'Argentine, vous prenez l'Uruguay, c'est le même climat qu'en Europe. Donc, la période idéale en Afrique, c'est bien janvier. Eux peuvent se permettre janvier-février. Voilà, eux peuvent se permettre de jouer au mois de juin, juillet. Chez nous, c'est difficile, à part le Maghreb. Ils ont quand même la trêve hivernale. Pourquoi on n'en profite pas? La trêve hivernale. Elle ne dure pas longtemps, c'est ça aussi. Mais en fait, c'est ce qu'on ne comprend pas bien chez les clubs européens. D'accord. Dans la plupart de ces championnats-là, au mois de décembre, janvier, les championnats s'arrêtent. Ouais, c'est les coupes. C'est le match de coupe qui se joue, sauf en Angleterre où on n'arrête jamais de jouer au football. Donc, le gros problème, c'est en Angleterre. Sinon, les autres championnats, il y a au moins une période où le championnat s'arrête et donc, ils peuvent trouver une solution à ce niveau. Mais on les comprend. On les comprend, mais là, il n'y a pas de solution. Ils doivent vraiment s'adapter. Il n'y a pas de solution. Il faut respecter les pays africains. Il faut respecter les Africains. Il faut donner du respect donc, aux compétitions africaines. Surtout à notre compétition majeure, la Coupe d'Afrique des Nations, qui nous permet de déployer tout l'armada pour montrer notre pays, nos pays, à tout le monde, pour que de façon touristique, économique, nous recevons bien sûr des étrangers, à qui nous présentons les valeurs de nos différents pays. C'est important. C'est la fête de l'Afrique. Sur le plan footballistique, on ne va pas nous l'arracher, on ne va pas nous l'éloigner à chaque fois. La Coupe d'Afrique a sa valeur, au même titre que l'Euro, que la Copa América. Elle va se jouer dans des périodes adaptées climatiquement. Voilà. Merci, monsieur le président donc, de Napoli, de comprendre cela, parce qu'en réalité, on est unanime que vous avez fait une sortie qui est maladroite. Très bien. Merci, Magloire, d'être venu sur ce plateau. C'était un plaisir pour moi. J'espère être de retour. Et puis cette fois-ci, j'espère parler le même langage que Kevin. Hein, c'est tout bien. Merci. Apparemment, il doit être le marginal de ce plateau. On parlera le même langage parce que le monsieur est 2 fois plus édulcoré que toi. Merci. Allez, on accompagne notre invité, s'il vous plaît. Merci, Magloire, d'être venu. Merci. Il est parti, notre invité, Magloire Diop. Et pour ne pas laisser Kevin tout seul, à attraper froid sur le côté droit, je pense que Manuela, tu vas venir avec plaisir, mon bébé. Comme d'habitude. Prends tes bagages. Allez, viens, ma fille, viens. Prends ta vieille valise, va chez Lio. J'aime les bêtises comme ça. Tout ce qui est... Même moi, il fait bien plus chaud ici. Voilà, l'équilibre est parfait. Alors, une semaine avant la fête nationale de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est bien la semaine du civisme. Alors, pour les questions sans filtre sur ce plateau, il nous a donné de réfléchir. Nous avons décidé de réfléchir sur le retour aux sources pendant les vacances de nos enfants pour qu'ils renouent avec la culture, avec leurs différentes cultures. À force d'avoir duré à Abidjan, on oublie d'où on vient, quelles sont nos cultures, quelles sont nos habitudes. Alors, il est bon de ramener les enfants au village. C'est la question, c'est le gros point d'interrogation qui va faire l'objet des questions sans filtre ce soir dans le talk des vacances. Qui part tout de suite pour répondre à cela? Retour aux sources des enfants, Manuela Pocosi. Pour une fois, bon, allez-y. Alors, je trouve cela très important, voire même indispensable d'un point de vue culturel. Le retour aux sources, parce que finalement, la langue est un vecteur c'est un vecteur de transmission de nos cultures, nos savoirs, nos valeurs. Et moi, j'ai de merveilleux souvenirs d'enfance quand j'allais au village pendant les vacances. C'est important aussi parce que le village nous enseigne des valeurs
Comme celle du travail, par exemple. Quand on va au village, ça coupe, hein, pour ceux qui habitent en ville, il y en a qui sont au village. Mais je sais que moi, en voyant ma grand-mère et certaines cousines ou enfants de mon âge qui étaient dans ces travaux-là, manuels, etc., quelque part, ça m'a forgé aussi. Maintenant, mais je pense que ça, ce sera plus en deuxième partie de débat, donc je vais laisser les autres intervenir. D'accord. Il ne faudrait pas, quand on parle de langue traditionnelle, culturelle, africaine, c'est très bien, il faut les connaître, mais je pense, moi, à un contexte mondial. On est en train de s'ouvrir au monde, il y a de nouvelles puissances qui émergent, comme la Chine, avec le mandarin, le monde arabe, il y a d'autres langues qui seront parlées demain, et au niveau mondial, ça me fait un peu peur. Au détriment de nos langues de nos langues nationales, c'est ça. Même rien qu'en Afrique, il n'y a qu'à regarder. C'est dommage, oui, les langues les plus... Il faut empêcher ça, non? Tu ne penses pas? Oui, il faut l'empêcher, bien sûr. Il faut conserver en fait nos cultures, nos valeurs, mais ensuite remettre les langues à l'école. Je ne sais pas, je suis un peu plus dubitative là-dessus parce que je me demande si elles nous serviront réellement et si elles auront un poids demain dans le monde. C'est ce que je veux dire, voilà. D'accord. Une autre réaction sur le sujet? Quel est votre avis? Retour aux sources. Moi, personnellement, je suis pour le retour aux sources, en tout cas, de nos enfants. Moi, j'ai grandi avec la frustration de ne pas connaître mon village, par exemple. De ne pas savoir, en fait, parler ma langue maternelle. D'accord. Moi, j'aimerais pas ça, en tout cas, pour mes enfants. Et aujourd'hui... Tu peux le nom du village? Oui, je suis de Yebra, je suis à Bourré. De Yebra? Ebra. Ebra, à Bourré. Oui, c'est à côté ici? Oui, c'est à côté. Pourquoi tu ne vas pas? Vas-y. Bon, ça, c'est une histoire un peu plus personnelle. D'accord, voilà. très bien. Mais je veux dire, en fait, dans le monde dans lequel on évolue, c'est vrai, il y a l'anglais, il y a l'arabe, etc., qui sont des langues internationales qu'on apprend déjà à l'école. Mais pour quelqu'un qui a envie de pouvoir évoluer au niveau national, par exemple, si la personne a envie de faire de la politique, etc., pouvoir s'investir davantage au niveau de sa localité, je pense que c'est la langue qui va pouvoir véritablement le rattacher à certaines valeurs et à ses parents. Parce que c'est un partage, en fait, qu'on a. Et donc, comme je le disais tantôt, mes enfants iront en tout cas au village le jour où j'en aurai. Daouda? Bon, moi, tu connais ton village? Oui, je connais très bien mon village. Mon village, c'est Odiéné. Je suis au Dénéka. Non. C'est une ville, Odiéné? Si tu veux ville, mais je suis plus précisément de Tiémé. Donc, voilà, faut dire je peux parler en Tiéméka si tu veux. Mais vas-y. Anou Tiéméka, Anou Léa. Bi Sini Lombe Anya. Donc, je sais parler ma langue. Tu as dit quoi? J'ai dit, je répète. Tu as dit quoi? Donc, comme vous pouvez le constater, franchement, je suis tout le temps attaqué. Mais c'est pas grave, j'ai la carapace dure. Donc, je vous dis tout simplement que tout ce que j'ai dit, c'est je suis de Tiémé. D'accord. Et c'est quelqu'un de Tiémé qui est sur ce plateau de Live Talk. Donc, j'invite tous les fans de Live TV à regarder Live TV parce que tous les Tiéméka sont ici. Tous les Tiéméka. Tous les Tiéméka. Les Tiéméka, c'est les habitants de Tiémé. On a compris. Voilà. Pour dire que je sais parler ma langue. D'accord. Voilà. Mais pour le dire clairement, moi, je vais pas être malhonnête en fait pour dire je suis allé au village 1 ou 2 fois, mais je n'ai pas vécu vraiment au village. Je n'ai pas eu besoin d'aller au village pour apprendre à parler ma langue maternelle parce que depuis le bas âge déjà, ma mère, ma grand-mère, mes frères, mes soeurs, on parlait cette langue-là à la maison et c'était important pour moi. Pour moi, c'est important pour nous aujourd'hui parce que quand on regarde nos enfants qui sont dans les écoles aujourd'hui, ils ne savent ni parler leur langue, même, souvent il y en a même qui ne comprennent même pas leur langue. Donc, moi, j'invite sincèrement les jeunes parents que nous sommes aujourd'hui, de temps en temps, à aller faire un tour au village. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est faire un retour aux sources. Mais d'abord, ça va apprendre les valeurs ancestrales à nos enfants. Et souvent, dans ce Abidjan très mouvementé dans lequel nous sommes, en fait, ça te permet, en fait, quand tu es bloqué à un certain niveau de ta vie, souvent, quand tu retournes aux sources, déjà à connaître d'où tu viens, après, quand tu arrives à Abidjan, tu sais où tu vas. Donc, pour moi, il faut que les enfants puissent aller au village, connaître leur culture. Tu as souligné une question quand même, tu as dit, nous, jeunes parents, il faut que déjà nous-mêmes, on arrive à aller au village. Oui, je le dis parce que... Tu dis le nom de ton village, tu le connais que de nom. Non, je ne connais pas mon village que de nom. Comme je te l'ai dit dès l'entame, peut-être que tu n'as pas bien écouté, mais je suis allé Tu me diras pas la même chose qu'hier. Voilà, c'est pas la même chose qu'hier. J'y suis allé à 2 reprises au village. Donc, que 2. Et je pense bien qu'au passage, hier, je pense qu'on a parlé de la ministre Nasseneba, qui est aussi de mon village. Voilà. Elle est au Dénéka. Félicitations. Oui, Anoulé. Tu connais ton village?
Oui, je connais mon village, je suis Atié de père, mon village c'est Grand à Cousin et je suis du même village que Joël C, je tiens à le préciser. Il fallait que tu dises comme moi, comme moi j'ai une ministre dans mon village. Comme toi tu as ministre, moi j'ai Joël C. Non, c'est pas le combat, c'est pas le... Attention. Tu nous ramènes au Cameroun, ton village c'est quoi, Manuela? Oui, alors du côté de mon papa, ça s'appelle Bonangan et ma maman c'est Pongo. Congo. Pongo. P, voilà, comme Congo, mais avec un P à la place. C'est ça. Okay. Mais si je peux rebondir, je ne sais pas si tu avais fini, Chouchou. Non, j'avais même pas. Alors vas-y. Non, moi, je ne suis pas très d'accord avec ce qui s'est dit. On parle de village, de retourner aux sources, de racines. Bon, tout dépend de la connotation qu'on veut donner au mot racine. Moi, je ne parle aucune de mes deux langues maternelles, mais je ne m'en sens pas. Atié, il y a quoi? Enfin, je ne m'en sens pas déraciné, quoi. Atié et Senufo de mer. D'accord. Voilà, je ne me sens pas déraciné pour autant. Je ne comprends pas même cette tendance à vouloir sacraliser les langues maternelles. Je pense même que le but, c'est un peu de complexer les jeunes, d'infuser aux jeunes justement le sentiment de culpabilité parce qu'ils ne comprennent pas leur langue maternelle. Moi, je veux dire, ne pas tromper dans sa langue maternelle ne fait pas d'un jeune un mauvais Ivoirien ou un mauvais Africain. Pour moi, c'est pas non plus... Il a perdu quelque chose quand même. Écoutez, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'on dit. Attendez. Parler sa langue maternelle, c'est bien, je veux dire, c'est bien, c'est chic, c'est agréable, mais ce n'est pas non plus essentiel pour moi. Pour toi? Écoutez, si parler Bété, Djoula, Atié ou Senufo, si ça permettait justement de trouver du travail, ça se saurait. Donc... Mais ça me permet de renchérir sur ce que tu dis justement parce qu'au niveau de l'Afrique, nous, du continent, la langue le plus parlée, c'est le Swahili. C'est 150 millions de locuteurs dans plus de 14 pays. Et la question, en fait, c'est en train de se déployer même. Le Swahili est en train de prendre de plus en plus, de conquérir de plus en plus le continent. On a aussi la ministre récemment de l'Éducation nationale, Kandia Camara, qui réfléchit à ça. Je sais qu'au Togo aussi, ça se fait de remettre ces langues-là. Mais encore une fois, dans un souci, je peux comprendre. Je ne suis pas d'accord avec les propos de Kevin pour une fois, mais je peux comprendre qu'on s'inscrive dans cette logique-là de mondialisation et qu'on se demande est-ce que ces langues-là seront... Par exemple, la question est simple. Demain, on dit que le Swahili est la langue, c'est même pas on dit, c'est scientifiquement c'est prouvé, c'est la langue la plus facile à apprendre en Afrique. 150 millions de personnes la parlent. Est-ce que vous, demain, nous tous, on est prêts à notre niveau à se dire, voilà, dans un souci d'unité, si on doit fonder les États-Unis d'Afrique, entre guillemets, si on doit dire, est-ce que vous êtes prêts demain à vous dire, je parlerai Swahili avec tout le monde ? Parce qu'il y a ce souci-là aussi parfois. Ça dépend si c'est pour faire du business, si ça peut faire avancer. Justement, qui va très certainement intéresser notre ministre, la ministre de l'Éducation, c'est bien Marietou. Oui, je peux terminer, Eric. Dans ce souci-là, justement, de mondialisation, qui dit mondialisation dit forcément business, échange économique, culturel. Et si l'Afrique doit se mettre au diapason aujourd'hui, la langue la plus facile, celle qui est en train de conquérir le continent et celle qui rassemble déjà 150 millions de personnes, c'est le Swahili. Donc je repose la question, ça pose la question de savoir est-ce que nous-mêmes, chacun, on est prêt demain? Si on nous dit demain, bim, allez, le Swahili pour toute l'Afrique. Qui est prêt? Non, pas du tout. Moi, je dirais le malinqué pour toute l'Afrique. Je dirais le ouais on va commencer. Pour toute l'Afrique. Et là, j'allais dire, on pointe donc quelque chose qui nous manque fondamentalement. Je le dis souvent, parfois, la seule chose qui manque aux Africains, parce que mes frères, on a tout, c'est l'unité. Chaque fois, c'est l'unité, se mettre d'accord. Est-ce que c'est forcément par la langue qu'on va faire cette unité? Est-ce que c'est forcément par la langue? Ça fait nos différences, nos belles différences qu'on accepte, bien sûr, qu'on cultive à travers les alliances interethniques. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Qui dit langue principale ne dit pas mort des autres langues. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que s'il y a une langue, parce que c'est quand même dommageable quand on regarde tous ces pays d'Afrique-là, de se dire qu'on se comprend uniquement si on parle en français, en anglais ou en espagnol. Tu voudrais qu'il y ait une langue... je ne voudrais pas du tout, c'est juste une réflexion. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je voudrais vraiment qu'on se focalise sur l'essentiel. Pour moi, on doit justement macérer aux jeunes, justement, comment savoir parler français, avoir une éloquence, une élocution limpide et irréprochable. En français, c'est primordial. Parler anglais, c'est important parce que ça aide. La civilisation africaine, ça te dit quelque chose? Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis pas en train de dire ça, mais il ne faudrait pas justement qu'on se voile la face. On sait pertinemment que justement, aujourd'hui, quand tu pars à un entretien de travail, on ne te demande pas de parler ta langue maternelle. Il n'y a pas que le travail, il y a les relations interhumaines. Mais je vous ai dit que parler sa langue maternelle, c'est agréable, ça ne me dérange pas. En fait, mais il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux jeunes que parce qu'ils ne parlent pas leur langue maternelle, Daouda, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu attendes la chute avant de parler. En fait, si c'est ce que je voulais dire, c'était pour l'aider, en fait. Je lui donne du grain. D'accord, maintenant qu'il a fini, tu peux l'aider. En fait, l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a certains métiers en Côte d'Ivoire, pour pouvoir le pratiquer, il faut parler au moins, il y a 2 langues qu'il faut pouvoir parler. Je parle du métier d'infirmière, en fait. Donc, en plus du français, il faut parler le malinké et le baoulé.
parce que c'est l'une des langues, les deux langues qui sont les plus parlées en Côte d'Ivoire, en fait, et que tous les Ivoiriens, en fait, comprennent en majorité. Donc, que tu partes au marché Gouro, au forum d'Adjamé, n'importe où, tout le monde comprend, au moins, quelqu'un comprend au moins 5-6 mots de Djoula, de Baoulé. Donc, pour moi, il est important, en fait, que parler la langue maternelle, c'est très important. Et je pense que si aujourd'hui, la ministre Mariétou, dont tu parlais, qui veut instaurer certaines langues maternelles à l'école, c'est important pour notre culture même, en fait. Parce qu'aujourd'hui, parler de, la langue française, c'est important. Je sais que c'est important, c'est notre langue nationale. Mais à nous-mêmes, il faut que nous, on puisse avoir notre propre identité à nous-mêmes. Et c'est pour cette raison que, c'est vrai qu'on a parlé du Mali hier, mais aujourd'hui, au Mali, ils ont le malinké. Au Sénégal, ils ont le Wolof. En plus de la langue française. En RDC, en fait, ils ont le Lingala. Ils ont le Lingala. Donc, il ne faudrait pas que, au Congo, ils ont plus d'ethnies qu'en Côte d'Ivoire ici. Mais il y a le Lingala pour tout le Congo, en fait. Donc, c'est important que nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assis en face des téléspectateurs. Je pense que ça ne fait pas bien de dire aux gens non. Ne pas parler sa langue maternelle, bon, à la limite, si ça doit être un exemple. Attention, un exemple beaucoup plus probant, un exemple beaucoup plus visible. Pour aller dans ton sens, prenons l'exemple de la Chine, les pays asiatiques, qui se développent leur culture en restant sur leur... Parce que tu as dit que ça ne donne pas du travail. Tu as dit oui ou non? Si je peux parler sa langue maternelle, ça ne donne pas du travail. Mais vas-y. Daouda, c'est ça ton problème. J'ai aucun problème. Le problème, c'est que, laisse-moi terminer, ton gros problème sur ce plateau, c'est que tu as tendance à biaiser les propos des autres. Je t'ai jamais dit que parler sa langue maternelle, c'est pas important. Je suis en train de te dire, laisse-moi terminer, je suis en train de te dire que c'est pas primordial maintenant. Tu sais pourquoi je te le dis? Parce que quand on constate le niveau de langage des jeunes, ne serait-ce qu'à l'école, il est chaotique. Les jeunes aujourd'hui ne savent pas s'exprimer en français. Leur français est totalement boiteux. Ça, c'est une autre bataille, non? Mais oui, mais pourquoi justement lâcher cette bataille-là on n'a pas encore terminé avec un point A et vous voulez directement brandir un point B et nous demander justement d'inoculer la langue maternelle, que c'est très important. Quand je dis aux jeunes qu'être infirmier, ça nécessite de parler 3 langues. Pas de nécessité, c'est pas justement, un jeune devant sa télé va se dire, mais moi je rêve d'être infirmier, je n'ai pas eu la chance peut-être comme Isabelle de connaître mon village et d'apprendre ma langue maternelle. Ça voudrait dire en fait que mes rêves d'infirmier tombent à l'eau. Donc, en fait, ne faites pas croire aux jeunes que parce qu'ils ne parlent pas leur langue maternelle, ils sont totalement déracinés ou ils ne sont pas justement en de bonne posture pour prétendre à certains postes. C'est faux. Très bien. Manuela. Bon, pour adoucir tout ça, j'ai envie de dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, de toute façon déjà. Et je rebondis sur ça. Pourquoi? Parce que tu parlais, Eric, à juste titre de la Chine. La langue, il faut comprendre aussi demain que c'est aussi par la langue que l'Occident s'est imposé à conquérir. On conquiert aussi par la langue, justement. Et quand Daouda dit sur les marchés, par exemple en Côte d'Ivoire, on parle malinké, on parle ceci, on parle cela, c'est pas urgent, Kevin, je suis d'accord, mais c'est une question qui va devoir arriver et qu'il faudra solutionner de toute façon. Parce que la question va se poser. L'Afrique, c'est le futur, certes, mais l'Afrique, elle sera le futur de personne si elle n'est pas unie. C'est-à-dire, on peut avoir le malinké en Côte d'Ivoire, mais il y a un moment où quand il va falloir se rejoindre là, il va falloir aussi décider d'une ou deux ou trois autres langues officielles, encore une fois. Ce n'est pas au détriment des autres langues. On peut parler ces autres langues. Très bien. Je pense qu'on a déjà su cette voie avec les alliances interethniques. On essaye, oui. Les jeux d'alliances interethniques. Tu es mon esclave, je suis ton roi, machin, ton chef. Nous, jeunes parents d'aujourd'hui ou jeunes d'aujourd'hui, on ne maîtrise pas vraiment toutes ces alliances que nos parents donc, ont cultivées véritablement pour maintenir cette Côte d'Ivoire là où elle est. Et il faut continuer. Est-ce qu'on va au village seulement, pour la langue? Il y a beaucoup d'autres choses. Moi-même, c'est ce que je voulais dire. C'est pour s'approprier sa culture, en fait, sa tradition, connaître en fait comment est-ce qu'a vécu en fait les ancêtres, comment est-ce que c'est structuré, s'il y a des chefs de village, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Donc tout ça, ça fait partie en fait de la culture. Et comment est-ce qu'on plante le riz qu'on mange à Abidjan? Exactement. S'approprier aussi, je veux dire, des valeurs nutritionnelles dans ce sens. Donc oui. Et puis il y a des gens comme moi, je l'assume pleinement. Je peux être taxé, estampillé de déraciné, je l'assume. Moi, les ambiances bucoliques, c'est pas mon truc. Les ambiances champêtres, aller au village, regarder.
tu n'iras jamais au champ, c'est ça? Oui, enfin tout ce qui est bucolique, belle tout ce qui est expérience. champêtre, tout ce qui est cases et tout. Ouais. Je ne suis pas en train de dire que tous les villages contiennent des cases. Attention, il ne faudrait pas. Tout est en duo dans mon village. Voilà, Ça, donc, c'est sûr. mais en fait, après, si on doit aller au village, justement, comme tu l'as dit, pour connaître la culture, pour savoir en fait l'histoire des ancêtres, pour justement ingurgiter des plats succulents, pourquoi pas. Mais si on m'envoie au village juste pour apprendre ma langue maternelle, je ne suis pas d'accord, quoi. Et puis au-delà de ça, je veux dire, on vit en ville. Quand on va au village, on peut aussi apporter le développement. On peut apporter aussi le savoir qu'on a acquéri en fait loin d'eux. Voilà, donc c'est un partage en fait. D'accord. Écoutez, merci. Ce sujet, il est tellement vaste. Hein, on aurait pu aller encore un peu plus loin. Regarde son visage, Daouda. Quand on parle de retour. Moi, j'envoie des cœurs à Daouda. J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Oui, l'émission se poursuit. Oui, bien entendu, oui, ça se poursuivra. L'émission se poursuit. Avec ou sans Je l'ai tapé, je l'ai tapé. Écoutez, c'est un beau jeu que vous faites entre vous. On sait que vous vous aimez tellement. Ok, vous nous ramenez cette pseudo face-to-face que vous nous faites chaque fois, mais bon, on sait que vous vous aimez énormément. Merci beaucoup, ok, d'avoir participé vaillamment donc, à ce sujet de débat. On y va tout de suite, directement, ok, pour l'image du jour. On y va. Et sur cette image du jour, on observe le Premier ministre Patrick Hachi, qui est au chevet de la seule rescapée donc, de cette journée noire. Quels sont vos commentaires à ce propos? Oui, alors déjà, Yako à toutes les familles endeuillées, voilà. Elle a eu beaucoup de chance. Je pense que c'est la grâce du Seigneur qui a fait qu'aujourd'hui elle est encore en vie. Moi, je salue véritablement l'initiative du Premier ministre d'aller donc au chevet donc de la rescapée. Avec le ministre du Transport, le ministre du Commerce, la ministre de la Solidarité, ça montre et ça témoigne vraiment de la volonté du gouvernement et voire même du président de la République d'apporter en fait réconfort et soutien à la dame qui a subi en fait un traumatisme, si on peut le dire ainsi, hein, ce fait-là. Et aussi, j'en ai parlé également dans le journal, le président a voulu en tout cas s'investir dans l'organisation des obsèques qui vont avoir lieu. Donc c'est, comment je vais dire ça, c'est des funérailles collectifs qui vont se tenir. Donc voilà, s'incliner déjà devant la mémoire de ces disparus-là. D'accord. Je veux dire en collaboration avec la chefferie hein, donc de ce village d'Atier. Bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. Le village d'Atier, quoi. Ok. Je le répète parce que je sais qu'il y a un des techniciens qui est de ce village. Qui est de ce village, oui. Je lui fais un coucou d'ailleurs. Triste, forcément. Yako aux familles, pour entonner le pas à Isabelle, il n'y a pas grand-chose à dire. Et il n'y a pas grand-chose à dire. Yako, simplement. Yako. Daouda, je pense reviens de ton silence. Non, en fait, le fait, ça fait mal de voir qu'autant de personnes puissent mourir le même jour. Bon, que dans ce drame-là, au moins, il a été très bien, au moins une seule personne a pu s'en sortir et que le gouvernement soit allé à l'achever. Je pense que c'est des initiatives à saluer. Je ne peux que dire merci au Premier ministre et à son gouvernement, et surtout qui s'est fait accompagner par une forte délégation et a décidé de s'impliquer. En réalité, si cette dame était morte, je pense qu'on serait même, en temps normal, on devait parler de deuil national. Le deuil national. Voilà. Donc, pour mettre vraiment, merci beaucoup au gouvernement de Côte d'Ivoire. Hein, le déplacement, donc, pour aller déjà au chevet de cette dame, c'est très louable, c'est à féliciter. Merci, hein, Monsieur le Premier ministre. Bon, moi, je voulais juste dire, d'accord, c'est un peu son rôle d'y aller parce que, je veux dire, c'est le rôle du Premier ministre et des autres ministres, justement, d'être aux côtés des populations lorsqu'on voit justement des drames comme ça. Oui, donc c'est leur rôle, quoi. Très bien. Donc tu ne félicites pas? Non, pas que je ne félicite pas, mais c'est son rôle, justement. Ça aurait été grave si justement il n'y avait pas un élan de solidarité de la part du gouvernement à l'endroit de cette femme-là. Donc, en tout cas, merci à la vie pour la vie de cette femme. Très bien. Et voilà, courage aux ministres qu'ils continuent de faire leur travail. Et derrière ça, il faut que plusieurs actions continuent donc à être menées pour éviter ce type de drame qui endeuille toute la Côte d'Ivoire. Des enfants sont restés orphelins, des femmes sont restées veuves. Des époux, il y a plein de personnes qui souffrent aujourd'hui donc de ces décès-là. Donc je pense qu'au niveau des routes, c'est encore le moment ou encore l'occasion de sensibiliser sur le bon comportement donc, à tous les automobilistes sans exception. Voilà, c'était donc l'image du jour, hein, commentée par toute l'équipe. Merci de rester avec nous sur Live TV, la télé sans filtre, canal 6 de la TNT, 206 de Bouquet Canal+. Voilà, on va à la pub, on revient juste derrière.
Vous regardez le talk des vacances sur Live TV. Allons-y maintenant pour la rubrique coup de cœur, coup de gueule. Et nous avons aujourd'hui que des coups de cœur. Et c'est Isabelle qui va démarrer. Oui, alors j'ai un coup de cœur. D'accord. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Tamini. Tamini. Il vit à Pau. Pau, il faut savoir que c'est une ville du Burkina Faso. Et il est devenu père du jour au lendemain, alors qu'il est étudiant. Alors pourquoi, comment? Il explique en fait que le 20 janvier, aux alentours de 22 h, il partait voir une amie. Et sur son chemin, il a rencontré donc dans un pullover sale, laissé à même le sol, un nouveau-né. Un nouveau-né qui avait encore le cordon et le placenta sur lui. Image assez choquante quand il a découvert donc Ah, c'est le bébé qui a grandi. Exactement, qui a grandi. Ouais. Donc, quand il a découvert donc le bébé à même le sol, mais il a décidé, malgré sa situation de jeune étudiant, de le garder, de le prendre avec lui, sous la supervision bien sûr d'une association qui l'aide donc à avoir des couches, du lait pour pouvoir nourrir le bébé. Et moi, ce coup de cœur-là, il m'émeut véritablement. Pourquoi? Parce que ce jeune homme a fait preuve d'humanité, d'humanisme. Et ça, c'est quelque chose qui est très rare en ce moment. Et pour finir, j'aimerais dire en fait à tous ces jeunes mères qui n'ont pas forcément, comment dirais-je, la possibilité de pouvoir garder leur enfant, que l'État de Côte d'Ivoire, en tout cas, à travers la fondation de la première dame Dominique Ouattara, Children of Africa, voilà, peut les aider, voilà. Et ça ne sert à rien, en tout cas, de jeter l'enfant comme ça dans la rue, parce que c'est criminel, véritablement. Merci. Deuxième coup de cœur. Ton coup de cœur est trop chic, il a même pas envie de faire. Et pour la petite histoire, l'enfant s'appelle Sagesse. Il a appelé l'enfant Ah, Sagesse. trop chou. Voilà, Bon. donc deux Sagesse. destins comme ça qui se croisent. La grande sagesse, elle vient de lui-même, d'ailleurs. Découvrir la suite de cette Deuxième coup de cœur, Merci, très Isabelle. rapidement. Deuxième Moi, coup de j'ai un cœur. gros coup de cœur pour une jeune youtubeuse française qui pulvérise tous les scores. Son ascension est fulgurante et sa notoriété est irrécusable. Il s'agit de Lena Situation, les plus jeunes la connaissent. Elle comptabilise plus de 2 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, près de 4 millions de followers sur Instagram. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Lena Situation, c'est ça. J'ai de plus en plus d'abonnés, puisque c'est comme ça qu'on peut, entre guillemets, valoriser une chaîne YouTube. J'ai moi de mon côté de plus en plus d'idées, j'ai de plus en plus envie de faire des choses, de lancer un livre, de lancer des collections. C'est vraiment de toucher à tout en qu'on raconte des jolies histoires et qu'on le fait avec le cœur. Une fois qu'on t'a lancé et que toi tu continues ta petite course, on vient un peu te mettre de plus en plus de bâtons dans les roues. Voilà, elle s'est fait connaître en fait en mettant en scène sur YouTube ses amis et sa famille assez modestes. Du coup, les jeunes adolescents se sont identifiés à elle, des jeunes adolescents français, mais pas que, même des jeunes adolescents en Afrique. Mais aujourd'hui, Lena Situation n'a plus la même situation. Lena Situation. Oui, elle n'a plus la même situation. Avant-hier, elle a ouvert une boutique éphémère en plein Paris. Et en fait, dans la boutique, elle vend des produits véganes, des vêtements. 1000 personnes ont débarqué aux alentours de la boutique. On peut justement le voir à l'écran pour acheter. Tous n'ont pas pu y accéder, évidemment. Et en fait, il faut savoir qu'il y a 2 ans, elle a sorti un livre qui s'est écoulé à plus de 300 000 exemplaires. Elle n'avait que 22 ans. Aujourd'hui, elle est tellement bankable qu'elle arpente les plus grands tapis rouges. Elle a été invitée au dernier Met Gala. Donc, c'est pour vous dire que, voilà, comme quoi YouTube, c'est un vrai métier. Et influenceur, une vraie vocation. C'est un homme des réseaux qui vous parle. Bravo, Lena. C'est son truc. Il est tombé dedans depuis longtemps. Merci, les amis. On va y aller tout de suite avec De Perpignan. Donc, l'actualité dépeinte de façon décalée. C'est Monsieur De Perpignan dont on ne peut pas laisser passer. Alors, salut l'équipe, Eric et les autres, je vous salue, je vous vois. Là, je suis en mission parce que je viens de saisir les groupes électrogènes en partance pour le Mali. Parce que le monsieur, quand il parle là, il dit non, c'est-à-dire qu'il se prépare au cas où on va le couper le courant. Au lieu de libérer nos 49 soldats. Bon, on espère qu'on va saisir tout ça là, il va revenir à la raison. Alors, sur ce, vous parlez de langue maternelle. Moi, j'aime bien qu'on parle la langue maternelle parce que moi aussi j'ai parlé la langue maternelle et la langue maternelle nous permet de vraiment expliquer aussi les choses. Voilà, moi par exemple, quand on explique quelque chose en français que je ne comprends pas, tu as vu, non? Ça rentre facilement et j'arrive à faire l'exercice. Bref, revenons à l'actu. Ben écoutez, habitation risquée, sinon voilà, 18 bâtiments du côté de Treichville sont suspectés, donc seront décapés. Voilà. Bon, Treichville là-haut, moi je ne comprends pas. Treichville, on sait qu'il y a longtemps, Treichville
viabilisé. Il y a longtemps, les gens ont eu de l'eau. Il y a longtemps, les gens ont construit. À quel moment 18 bâtiments doivent être détruits? Donc, on ne sait pas. Mais moi, je sais, les affaires, je connais. C'est là, quand ils vont détruire, là, ils ne vont pas reconstruire des maisons pour reloger les gens qui étaient là-dedans. Tu vas voir, c'est une entreprise. Tu vois, les gars, là, tu vois, souvent, dès qu'on prend un connaître, en même temps, tu vois, immeuble, ça sort et les habitants ne pourront plus revenir. Mais en même temps aussi, voilà, le SARA, qui est le salon de l'agriculture, ben, a été reporté. La 6e édition a été reportée l'année prochaine. Bon, c'est pas Canet, mais lui aussi, il a été reporté. C'était prévu en novembre, et ben voilà, ça a été reporté à l'année prochaine. Mais je suis sûr que ça fait des 17 milliards de gens là. Parce que tant que les agriculteurs, les planteurs n'ont pas eu leurs 17 milliards là, on ne peut pas manifester. Qui peut envoyer café, cacao et puis vous allez venir exposer. Il faut régler ce problème-là d'abord avant de faire le SARA. Ceux qui aussi, qui ont les animaux aussi, ne vont pas venir aussi présenter leurs moutons comme ça, cadeau. Bref, ça n'était qu'un. Alors, Madame Puchéry Balé, voilà, elle allait au Mali. Elle allait se promener un peu au Mali. Elle dit qu'elle allait voir les sociétés civiles du Mali. Bon, elle a fini, elle rentre, et puis, on l'attrape. On l'a interpellé à l'aéroport d'Abidjan. Bon, là, actuellement, elle est la préfecture de police. Après mes sources. Voilà. Bon, pourquoi? On ne comprend pas l'affaire là. Pourquoi quelqu'un qui quitte un voyage, elle vient et puis on l'attrape? Bon, elle allait là-bas. Peut-être qu'elle a vu Assimi Gotawa, ou bien elle allait voir les Maliens. C'est qu'à sûr, on ne nous a pas encore dit pourquoi on l'a attrapé. Bon, peut-être qu'il y a eu des petits secrets que le monsieur lui a confiés. Ou aussi, bon, elle n'est pas militaire. Elle aussi, son affaire, là, moi, je ne comprends rien dedans. En tout cas, on va nous dire bientôt ce qui se passe. Mais si on va le côté de la Maca, bon, notre jeune homme, Monsieur Dikou, a été condamné à 6 mois de prison, donc 3 faits. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le gouvernement. Quelqu'un comme ça, un soudurier, quelqu'un qui peut faire Dikou, ça c'est quelque chose de rare, on ne trouve pas. Si c'est en Europe, on le met dans les livres de records. Parce qu'il est soudurier. Voilà. Et puis en même temps, on peut prendre un peu de son sang pour faire des sérums ou bien des vaccins pour injecter à ceux qui sont faiblement gagnants. Au lieu de prendre les Viagra, les trucs, façon, on te pique ça, mon frère. Mais bon, voilà. Ils n'ont pas compris ça comme ça. Monsieur le procureur a trouvé bon de l'enfer. Bon, d'accord. Mais en même temps aussi, il y a des praticiens là qui vendent dans le marché. Là, tu vois, il y a banderole où il y a tout dessus. On voit tout exprimé, mais ils n'ont jamais été inquiétés. Bref, c'est que. Mais attendez. Pensons un peu à ces comment on appelle ces amis de cellule. Quelqu'un on dit il fait 10. Et puis on te met dans la même cellule avec lui. Bon, en tout cas, on dirait que les parents de ces prisonniers qui sont détenus là, ils vont lancer un mot d'ordre de grave aussi. Parce que celui-là, voilà. C'est ce, à vous l'antenne, Eric, le groupe. Et puis voilà, Dada, il faut que tu arrêtes un moment parce que toi, je te vois, tu as un esprit de rebelle en toi quand même. Allez, ciao, ciao, et puis voilà, à vous le studio. Sacré monsieur de Perpignan, le temps des vacances, avec moi-même Eric Landry, Daouda Koulibaly, Manuela Pocosi, Kevin Aubin, Isabelle Vauvor, merci de nous avoir regardés. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On espère que vous serez nombreux à nous regarder demain. Vous y avez intérêt parce qu'ici, tout se dit. On se retrouve demain.